Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de l'AES. Maintenant, les États membres appellent l'ONU à des mesures appropriées contre l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de la Confédération des États du Sahel, voilà, AES, ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU dans un courrier qui lui a été adressé ce lundi pour demander des actions concrètes contre l'Ukraine qui a librement ou fièrement annoncé son soutien aux terroristes dans les attaques qui ont secoué le Mali les 24, 25 et 26 juillet. Les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays, je veux parler du Mali, du Burkina et du Niger, ont donc saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils disent quelque part dans leur lettre que nous avons été désagréablement surpris par les propos subversifs de M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires, avouant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque lâche, traite et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024 des groupes armés terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Ces ministres estiment que ces déclarations ont été confirmées, appuient plutôt que ces déclarations ont été confirmées par M. Yuri Pivavorov, qui est l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui justement avait fait une publication sur son compte Facebook pour soutenir cela. Et donc, selon les ministres des Affaires étrangères de ces pays, ces actes constituent également une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États, une agression caractérisée de nos pays et soutenue et un soutien plutôt au terrorisme international en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des conventions irrélatives. Pour cela, ils appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l'unanimité au plan international dans toutes ses formes et manifestations. Selon donc les quelques extraits de ce document, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU afin qu'il prenne des décisions idoines contre l'Ukraine qui clairement a annoncé son soutien au terrorisme. Oui, c'est une démarche qu'il fallait faire, même si son aboutissement reste sujet à beaucoup de questions. C'est vrai, le Conseil de sécurité est actuellement présidé par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Mais quoi qu'il en soit, nous savons tous comment fonctionne le Conseil de sécurité de l'ONU. Et cette sortie ou ce communiqué me rappelle un peu ce que le Mali avait fait à l'époque, où il avait demandé qu'on lui laisse apporter les preuves du soutien de la France au groupe terroriste qui semait le désordre dans le pays. Et ça n'a abouti à rien. On viendra sur l'aboutissement ou non d'une telle démarche. Mais parlons de la démarche elle-même. Oui. Le Mali, le Burkina, le Niger choisissent de saisir le Conseil de sécurité pour prendre des décisions contre l'Ukraine. Oui, il fallait le faire. Et ces pays qui ont déjà rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine ont eu raison d'entamer cette démarche-là. Parce que, si vous souvenez, un conseiller militaire, un ancien membre de la SBU, des services de renseignement ukrainiens, a clairement dit qu'il y avait des forces spéciales ukrainiennes dans la région depuis un moment. Depuis quel temps, on ne sait pas. Et il ne nous a pas clairement dit s'ils sont partis ou pas. Donc actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a de très grands chances qu'actuellement, justement, il y ait des militaires des forces spéciales ukrainiennes qui sont au Sahel actuellement, en train de planifier encore d'autres attaques pour ouvrir probablement un autre front en Afrique. Et ces mêmes militaires, ces mêmes agents spéciaux ukrainiens sont aussi très présents au Soudan. Donc pour moi, cette démarche-là du Mali, du Burkina et du Niger ne sert pas forcément les pays du Sahel central, comme on le dit, mais aussi les pays du Sahel en général, parce que l'Ukraine veut bien, je pense, ou songe à transposer le conflit qui l'oppose actuellement à la Russie sur le sol africain, ce qui va contribuer plus à déstabiliser ces pays-là. Donc cette démarche-là, oui, il fallait le faire. Maintenant, on peut se poser des questions légitimes sur son aboutissement ou encore les possibilités qui s'ouvrent à ces pays-là. On en reviendra comme vous l'avez dit. Justement, je reviendrai à vous tout à l'heure pour voir les possibilités d'aboutissement de cette démarche des pays de l'AES. Alors, Gabin Adjao, le Mali, le Burkina et le Niger, du moins leur ministre des Affaires étrangères, saisissent le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour prendre des dispositions idoines contre l'Ukraine qui vient de déclarer officiellement son soutien au terrorisme.
Oui, je pense que c'est une très bonne décision. Il me semble que ces pays-là, ils se sont tus depuis le 27 juillet que cette attaque-là, cette embuscade avait été tendue aux FAMA et aux forces de Wagner. Ils se sont tus et ont observé un moratoire silencieux pour voir la réaction de l'ONU par rapport à cette situation-là, surtout après la déclaration de l'Ukraine d'avoir apporté un appui à ces terroristes qui ont quand même eu à enlever la vie des braves FAMA maliens. Donc moi aujourd'hui, la question que je me posais de savoir, en temps normal, l'Ukraine, par cette déclaration, a fait une déclaration de guerre au Mali. C'est une déclaration de guerre parce qu'en temps normal, le Mali n'a rien fait à l'Ukraine et du coup, du fait que l'Ukraine soit en conflit avec la Russie, ils veulent transposer leur conflit sur le territoire malien ou bien sur le territoire africain. Bizarrement, l'ONU, dont le rôle est de prévenir des conflits inter-États, l'ONU n'a pas réagi. Donc ces pays-là se sont tus, ils ont voulu observer un moratoire pour voir la réaction de l'ONU par après. Mais depuis le 27 juillet jusqu'à ce jour, l'ONU n'a pas réagi. Pratiquement près d'un an, l'ONU n'a pas réagi. Près d'un mois. Près d'un mois. Donc ça veut dire que soit l'ONU est en train de cautionner ce que l'Ukraine a fait et même on a vu l'Ukraine, après la déclaration, nous savons que tous, l'Ukraine est supportée par certaines puissances dans cette guerre-là contre la Russie. Normalement, quand votre allié est en train de poser certains actes dont vous n'êtes pas, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, ben, il faut se désolidariser de ces accords-là. Mais bizarrement, et la France, et les États-Unis, et tous ces pays qui apportent le soutien à l'Ukraine n'ont pas réagi par rapport à cette attaque-là. Nous savons tous et nous avons vu la réaction véhémente de l'ONU quand des militaires ivoiriens, selon certains, et des mercenaires, selon d'autres, ont été arrêtés au Mali. La véhémence avec laquelle l'ONU avait réagi avec son secrétaire général Guterres entre-temps. Ça, c'est parce qu'on avait dit qu'ils font partie, en fait, des forces de l'ONU. Ils font partie de la MINUSMA. Ils venaient pour un relais de la MINUSMA. Oui, mais l'ONU est là pour tout le monde. Ah oui, je suis d'accord. Normalement, quand il y a eu cette attaque-là contre les FAMA et les gens ont perdu leur vie, la moindre des choses, c'est de réagir. Il n'y a même pas eu de communiqué. Mais souvenez-vous, dès que, il y a une supposée attaque ou bien il y a une excursion ou bien une incursion des FAMA et qu'on dit, il y a des supposés morts civils dans une zone, l'ONU pond des rapports, ils sortent et disent des choses contre le régime en place au Mali. Mais quand on tue les militaires légalistes, les militaires qui veulent défendre leur territoire au Mali, l'ONU ne réagit pas. À quoi est-ce que cela est dû ? Je pense que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est ce que les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont fait. Je pense même qu'en temps normal, c'est l'Union africaine qui devait réagir par rapport à cette situation-là et porter plainte contre l'Ukraine par rapport à cette attitude. Parce que je ne vois pas le Mali qui soit en conflit avec l'Ukraine. S'il y a un conflit avec la Russie, qu'ils le fassent chez eux, et que cela ne se déverse pas sur le territoire africain. On n'en a pas besoin. On ne leur a absolument rien demandé. On est en relation bilatérale avec la Russie pour une cause noble. Maintenant, quant à ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, qu'ils règlent ça entre eux là-bas. On n'en a pas besoin. Mais cette attitude de l'Ukraine à soutenir des terroristes, je pense que c'est assez grave pour que si l'ONU veut se prendre réellement au sérieux, elle doit réagir. Elle devrait réagir de la plus prompte des manières depuis belle lurette. Mais si elle ne l'a pas fait, je pense que je ne vais pas leur prêter de mauvaises intentions. Mais je pense que leur attitude en dit long. Et après cette demande des ministres des Affaires étrangères de l'AES, on va voir ce que l'ONU va dire. On n'est pas pressé. Merci beaucoup à vous, Gabin Dieudonné Sewonou. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays membres de l'AES ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre l'attitude de l'Ukraine. L'Ukraine qui a annoncé clairement soutenir les terroristes dans les attaques qui ont eu lieu en fin juillet dans le nord Mali. Oui, Guillaume, malheureusement, cette situation dénote encore une fois ce que nous appelons souvent par l'hypocrisie de ces organisations
internationale sur certains sujets est donnée. Vous voyez, aujourd'hui, il est clair que l'un des contextes dans lesquels un État ou alors une confédération d'États ou alors un regroupement de pays peut saisir l'ONU, c'est quand la paix intérieure d'un pays est menacée. Ici, nous sommes dans ce contexte précis. La paix est menacée dans les États de l'AES, commençant par le Mali, et la preuve, nous l'avons vu il y a un mois. Ce n'est pas le Mali qui accusait l'Ukraine, mais c'est plutôt l'Ukraine qui volontairement a reconnu avoir fourni des informations. Moi, je ne parlerai pas des séparatistes, mais plutôt aux terroristes, car le lien est direct. Les terroristes, les séparatistes, qui collaborent avec les terroristes, sont par ricochet des terroristes sur l'État. Alors, donc, si l'Ukraine a pu fournir des informations à ces terroristes pour nuire aux soldats républicains ou alors à l'armée républicaine du Mali, cela voudrait dire on a choisi savamment organisé une menace à la paix dans un pays, et il y a lieu que normalement l'ONU s'auto-saisisse sur ce dossier, mais malheureusement cela n'avait pas été le cas, et les 3 pays qui se sont engagés à la défense mutuelle, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ont choisi maintenant saisir de façon officielle l'ONU sur la question. Je crois que la démarche, elle est noble, la démarche, elle est normale. Maintenant, nous attendons la réaction de l'ONU sur la question. Même si on dira plus tard que cela n'aboutirait pas à grande chose, c'est quand même un pas acté, un pas d'ailleurs qui valait la peine. En tout cas, la démarche en vaut la peine selon vous. Alors, cela nous amène à l'autre aspect. Justement, vous vouliez l'aborder. On sait que le Mali, entre-temps, avec des preuves selon le Mali, contre la France, a demandé à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU, justement, lui donne la possibilité de présenter ces preuves-là devant le Conseil de sécurité. Depuis là, ça n'a jamais été fait. Voilà un autre pays qui, lui, n'est pas membre quand même, membre permanent plutôt du Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux parler de l'Ukraine, qui déclare son soutien au terrorisme de cette manière. Est-ce qu'il y a des chances à ce que la demande du Mali, du Burkina et du Niger soit écoutée, quand on sait que dans ce Conseil de sécurité, il y a certains membres permanents qui ont le droit de veto et qui ne sont plus les bienvenus au Mali, au Niger et au Burkina? Comme l'a dit mon confrère, c'est la paix et la sécurité intérieure du Mali et des autres pays du Sahel qui est actuellement menacée. Je vais revenir sur les paroles de cet officier dont j'oublie le nom ukrainien, qui a dit qu'actuellement il y a clairement des agents du renseignement militaire ukrainien dans ces pays du Sahel. Ils sont actuellement au sol. Donc lorsque vous avez des troupes militaires d'un pays avec lequel vous n'êtes pas en guerre sur votre sol, vous êtes dans une période d'agression. Vous êtes en face d'une agression, et il faudrait normalement que l'ONU prenne le dossier à cœur et sanctionne l'Ukraine. Il faudrait organiser une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et prononcer des sanctions contre l'Ukraine. Maintenant, ça c'est ce qui est souhaitable, et c'est ce que les textes de l'ONU disent. Malheureusement, nous n'allons pas nous voiler la face. Je pense que cette réunion sera organisée parce que Julius Maada Bio compte quand même promouvoir un monde multipolaire, mais qu'au cours de cette rencontre, malheureusement, les pays qui ont le droit de veto, qui sont notamment les États-Unis et la France, vont justement opposer leur veto aux sanctions qui seront proposées contre l'Ukraine. Et cela va enorgueillir l'Ukraine, qui va peut-être multiplier ces types d'actions sur le territoire malien, burkinabé ou nigérien. N'oublions pas que ce n'est pas la première fois que les militaires ukrainiens agissent sur un terrain étranger, notamment en Afrique. Au Soudan, ils ont déjà revendiqué des attaques contre les troupes du général Al-Bourhan. Exactement. Et là, non plus, l'ONU ne sait pas s'agir de ce dossier-là, a fait preuve de laxisme, et nous en sommes là actuellement. Donc, le scénario le plus souhaitable serait que des sanctions soient prononcées contre l'Ukraine, qui est clairement un agresseur, mais je pense que cela ne sera pas le cas. Ce qu'on peut espérer pour le bien de l'Afrique et de l'Ukraine et du Mali et du Burkina et du Niger, c'est que les pays qui soutiennent l'Ukraine, les États-Unis et la France notamment, mènent une diplomatie secrète pour que l'Ukraine accepte de ne plus amener ses troupes militaires en Afrique pour combattre les troupes de Wagner. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être un théâtre militaire pour ce type d'opération. Ça ne nous servira à rien. Et nous n'avons pas besoin que la 3e guerre mondiale ou la 4e guerre mondiale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, se déroule sur notre territoire actuellement.
Il n'y a pas encore la troisième. Il ne faut pas encore parler de la quatrième. Il n'y aura même pas la troisième, on l'espère bien. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Est-ce qu'on peut espérer un aboutissement heureux de cette démarche entamée par la ministre des Affaires étrangères des pays membres de l'AES, quand on sait qu'il y a déjà une demande pareille qui a été déposée depuis 2021, je pense, de par le Mali, et qui jusque-là n'a pas été satisfaite. Oui, il y a eu une demande depuis 2021, il me semble, par le Mali qui n'a pas abouti jusque-là. Par rapport à la France, si je ne me trompe pas, c'est parce que, par après, le Mali avait promis des preuves. Et bon, c'est devenu une histoire alambiquée. Les Maliens se sont concentrés sur autre chose et tout. Et pour eux, le plus important était que la France quitte leur territoire. Après que la France ait quitté avec sa force Barkhane, je ne pense pas que les Maliens s'attellent beaucoup plus à ça, puisque ils ont plus important à faire. Si l'ONU était assez sérieuse, c'était lui qui devait mener les enquêtes pour situer les responsabilités et poser les questions aux deux parties. Maintenant, quant à cette situation-là, je pense que c'est une affaire de mort d'homme et l'ONU, pour sa crédibilité, doit pouvoir s'en saisir. Normalement, ils devaient s'auto-saisir de cette affaire, mais ils ne l'ont pas fait, puisque aujourd'hui, le Mali, les ministres des Affaires étrangères de l'AES demandent à ce que l'ONU intervienne. Je pense qu'il est de bon ton quand même pour sauver leur image, premièrement, de le faire. Et ensuite, les autres pays aussi qui soutiennent l'Ukraine, même s'ils n'ont pas de bonnes relations avec le Mali, je pense que la meilleure des choses aujourd'hui pour laver leur propre nom, c'est de tout faire pour que cette réunion-là se tienne, qu'on arrive à organiser une bonne réunion, qu'on arrive à sanctionner l'Ukraine par rapport à cette attitude mesquine-là que l'Ukraine est en train de faire passer. L'Ukraine n'est pas à son premier acte en Afrique. Il l'avait déjà fait. Il vient de parler du cas du Soudan. Donc, encore une fois, il vient de le faire. Ça veut dire que l'Ukraine, c'est un pays qui promet le terrorisme. Parce que là, déjà, ils ont des éléments qui sont sur terre. Et depuis lors, même après l'interpellation de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, il n'y a rien qui a été dit que les forces qui sont là pour apporter leur appui aux terroristes ont été ou bien sont rentrés chez eux. Donc jusque-là, je pense que l'ONU doit se prendre en charge, doit être assez responsable pour pouvoir permettre à ce que la lumière se fasse autour de cette affaire. Le Mali, on l'a déjà dit, n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Et l'ONU, par rapport à son rôle de prévention de conflits, de maintien de la paix, doit tout faire pour que cette réunion-là se tienne et qu'on arrive à sanctionner l'Ukraine par rapport à l'acte que ce pays-là est en train de poser. Zelensky, normalement, je pense qu'en tant que président qui cherche la libération de son pays, tout comme ce que le Mali est en train de faire, doit se sentir un peu, comment on dit, doit être assez responsable pour ne pas poser de tels actes. Mais comme il l'a fait, je pense que, je reviens encore sur ça, Zelensky et son gouvernement, on doit lancer des mandats d'arrêt international contre ces messieurs-là. On doit le faire. Parce que ce sont des éléments de crise, ce sont des éléments de guerre, ce sont des éléments de conflit qui sont en train de planter dans le monde. Et si le Mali veut réagir, si les alliés du Mali veulent réagir, ça va devenir quoi? Si les Maliens aujourd'hui, ils décident de s'en prendre à la diaspora ukrainienne, qu'est-ce que cela va devenir? Donc, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Si c'était un pays africain qui avait posé de tels actes dans un pays occidental, je pense que du jour au lendemain, on allait arrêter ces gens-là. Mais, comme c'est un président que les gens prennent pour, je ne sais pas, un œuf, on l'amadoue et tout ça, ils se permettent de créer des conflits, d'apporter des soutiens à n'importe qui, à tout le monde. Donc, à un moment donné, je pense que et l'Union africaine, et les organisations de la société civile africaine, et les présidences africaines doivent peser de tout leur poids dans cette histoire pour lancer des mandats d'arrêt contre les autorités ukrainiennes pour que, où qu'ils seront, on puisse les arrêter et les juger. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Dieu donne sur nous. Y a-t-il espoir à ce que la demande faite par la ministre des Affaires étrangères de ces trois pays puisse aboutir quand on sait qu'il y a déjà une demande qui est là, à laquelle on n'a pas encore réellement de réponse? Aboutir ou non, c'est déjà un pas dans tous les cas. Le simple fait qu'on en parle ici aujourd'hui, c'est déjà une réussite. C'est vrai, nous l'avons dit tantôt que les pays qui sont des grands décideurs
pour ne pas parler des droits de veto, qui ont des droits de veto au Conseil de l'ONU, de sécurité de l'ONU, ces pays-là sont en quelque sorte des commanditaires permettez-moi, de ces guerres par procuration, tant sur le sol ukrainien et, comme nous sommes en train de le vivre également, malheureusement, sur le sol africain. Alors, si la situation se présente comme telle, comment est-ce que vous pensez que de tels pays peuvent accepter, est-ce qu'il y a des mesures répressives prises contre l'Ukraine qui se fait passer pour... Je me dis, Zelensky, je ne le condamne pas, je ne l'accuse pas, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans son rôle de comédie, et donc il joue bien sa comédie là où il est, parce que c'est pour ça qu'il est là. C'est un président quand même. De toutes les façons. Non, c'est un président, un chef d'État, je ne refuse pas. Il n'est plus comédien. Je me dis, c'est sa profession. Il est toujours comédien, il est toujours comédien. Il est chef d'État. Non, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une façon de l'humilier. Mais je dis, quand on se sert de toi pour commettre des actes peu orthodoxes, il est quand même... Jusque là, on n'a aucune preuve que quelqu'un s'est servi de Zelensky. Non, mais écoutez, moi je vais vous dire, l'Ukraine n'a aujourd'hui pas de moyens assez conséquents pour intervenir sur le sol africain s'il n'est pas soutenu par l'Occident. Vous n'en avez pas les preuves, je suppose. Dans ce sens, jusqu'ici, le pays est en train de crier au secours, dans l'aide pour pouvoir affronter, pour pouvoir faire face à la Russie. Alors, s'il avait conséquemment des moyens pour le faire, est-ce qu'il en a besoin? Il a besoin d'aide pour le faire? Non. Alors, jusqu'à revenir sur le territoire africain et commanditer des actes de terrorisme, je ne pense pas que l'Ukraine ait la poigne nécessaire pour le faire, s'il n'est pas soutenu par des gens qui ont plus de puissance. Parlons de l'Ukraine, puisque pour les autres, moi, je n'ai aucune preuve. De toutes les façons, pas de preuves également. De toutes les façons, je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Ukraine qui est dans cette posture, mais c'est des puissances qui veulent atteindre un objectif, ayant des choses à régler à la Russie, qui sont en train de mettre dans cette cagnotte-là ce que nous sommes en train de vivre. Alors dire que cette démarche va aboutir ou non, en soi n'est pas là, le problème ne se trouve pas à ce niveau. Nous l'avons dit tantôt, les uns les autres l'ont dit, qu'il faut que cette bataille soit une bataille commune pour toute l'Afrique entière. Et l'Union africaine doit se saisir beaucoup plus aussi du dossier et laisser de côté ces considérations qui ont amené aujourd'hui les trois États-là à quitter et à former un bloc. L'affaire doit dépasser le niveau même de ces trois pays-là et aller beaucoup plus loin, parce que ça, si ça arrive aujourd'hui au pays du Sahel, ce ne serait pas seulement à ce niveau. Tous les autres pays africains sont aussi dans le coup et il y a lieu de se prendre beaucoup plus au sérieux. Ça va aboutir, attendons de voir. Ce n'est qu'un arrêt. Oui, j'aimerais rebondir un peu. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'Ukraine aurait pu mener ce genre d'action sans que ses soutiens logistiques et militaires ne soient au courant? Est-ce que vous pensez que l'Ukraine aurait pu apporter son soutien aux Touaregs et un peu aux Jnim si les Américains et les Français qui le financent depuis près de 2 ans maintenant ne sont pas au courant? Je ne pense pas, moi. Donc là, il faut quand même qu'on soit assez honnête. Je pense que l'Ukraine aujourd'hui a les mains et les poings liés par ces puissances occidentales-là et ne fait rien. Peut-être pas par procuration, peut-être que c'est une décision ukrainienne. Mais je suis sûr que les pays qui le soutiennent depuis 2 ans savaient exactement ce qu'ils faisaient. Un peu comme ce qui s'est passé à Kursk. Ils savaient très bien ce que l'Ukraine allait faire, mais n'ont pas décidé d'intervenir. Et dans ce cas, ne pas dire stop, c'est cautionné. Parce qu'il y a eu des morts d'hommes, malheureusement. Et il faudrait maintenant que la CEDEAO, l'espace communautaire, même si ces pays ne sont plus membres de l'espace communautaire, et que l'Union africaine se saisit du dossier pour dire non, nous ne voulons pas que l'Ukraine se promène au Soudan, au Mali, au Burkina, pour transposer une guerre qu'elle a du mal à gagner sur le front ukrainien là-bas, en Afrique, pour pouvoir faire diversion et créer un conflit globalisé. Ça ne nous mènera à nulle part. Gabin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, vous savez, à un moment donné, c'est vrai, moi j'aime être factuel, mais à un moment donné, le silence aussi est coupable. C'est pourquoi je l'ai dit beaucoup plus tôt qu'à un moment donné, normalement, si ces puissances-là ne soutenaient pas l'Ukraine, ils devraient se désengager, se solidariser de ces actions-là. Puisque c'est vrai, on sait que la plupart de ces pays qui soutiennent l'Ukraine ne sont pas en bon terme avec le Mali. Du coup, quand l'Ukraine pose de tels actes, personne ne dit que c'est factuel, que c'est ce qui est fait. Mais il faut juste le préciser comme ça, en fait. Oui, voilà. Donc, du coup, je pense qu'à un moment donné, ces pays-là, pour leur propre nom, pour leur prestige, ils doivent se désolidariser des actes que pose l'Ukraine sur le front malien. À un moment donné, je pense que c'est la meilleure des manières. Mais de là se taire sur de tels actes,
alors qu'eux-mêmes, ils sont venus lutter contre le terrorisme au Mali, je pense que le silence ici est assez coupable. C'est coupable. Alors, que faire dans une telle situation quand on se dit que le Conseil de sécurité, comme vous l'avez dit, vous tous n'avez pas espoir à ce qu'on ouvre ce dossier et qu'on prenne des sanctions contre l'Ukraine? Que faire dans ce genre de situation? Se borner juste à envoyer un courrier au Conseil de sécurité, ou que faire finalement, Samson? Dénoncer comme ils l'ont déjà fait, et prendre des mesures pour riposter contre les prochaines manigances de l'Ukraine dans cette région. C'est-à-dire les mesures militaires, parce que l'Ukraine a clairement dit qu'il a des hommes au front, qu'il a des hommes sur le sol. Donc, lorsque un pays avec lequel vous n'êtes pas en conflit ouvert dit qu'il a des hommes sur le sol de votre pays, qu'il soutient, qu'il cautionne des rebelles qui vous combattent, je pense qu'il faut traiter, à défaut de traiter le pays comme un co-belligérant, il faut traiter ces hommes-là comme des cibles à abattre. Donc, il faut, si l'Ukraine décide de ne pas rapatrier ces hommes, je pense que le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont des forces spéciales. Ces combattants, vous voulez dire? Ces combattants, parce que ce sont des militaires, ce n'est pas des mercenaires, c'est des militaires ukrainiens. C'est ce que le communiqué dit clairement. Il faut justement que ces pays, le Niger, le Mali et le Burkina, qui ont des forces spéciales aussi, cherchent ces hommes-là et leur font comprendre que l'Afrique et le Sahel ne sera pas le prochain théâtre de leurs affrontements. C'est clair. Gabin, quelque chose à ajouter? Oui, je pense que c'est déjà bien fait, le fait de dénoncer et de demander à ce que l'ONU puisse intervenir. Je pense que c'est une très bonne manière. Déjà, bon, si l'ONU ne se réunit pas ils vont se réunir. Pour prendre une décision, mais le fait de se réunir ne va absolument rien. Exactement. Ils vont se réunir et adopter un langage diplomatique et tout ça, bon, pour ne pas aboutir à quelque chose. Mais on en prendra acte et on saura réellement à quel jeu joue l'ONU effectivement. Donc c'est déjà bien la décision qu'ils ont prise de demander à ce que l'ONU intervienne. On va voir la réaction de l'ONU, mais bon, sans trop espoir, hein, on sait à quoi s'attendre. On va voir le langage diplomatique qu'ils vont adopter, mais nous, on prend acte et on saura à quoi nous en tenir prochainement. Mais le Mali doit se préparer à aller au front et chercher où se situent, où se localisent réellement ces hommes-là. Pourquoi pas les abattre ou bien les arrêter? Je donne quelque chose. Que faire dans ce genre de situation quand on sait qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on n'aura pas tellement de chance? Non, on n'est pas dans des prophètes de mauvaises nouvelles pour dire que cela n'aura pas d'issue. Si le premier dossier n'avait pas d'issue, cela ne veut pas dire que le présent dossier n'aura pas d'issue aussi. Ça fait un dossier de plus. Donc, attendons de voir. Donc, c'est la démarche légitime et logique que les trois États ont posé. En plus de cela, il faut appuyer cette démarche par un autre communiqué plutôt conjoint signé de l'Union africaine. Et au-delà de cela, si la CEDEAO existe toujours, un autre... La CEDEAO existe. De toutes les façons, il faut la CEDEAO intervienne également pour qu'on prenne le dossier beaucoup plus au sérieux, que cela ne se situe pas seulement au niveau des pays du Sahel. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.